j'aimerais qu'on parle de la création de l'État hébreu et que vous nous parliez de qui sont ces colons, en fait, dans cette partie de l'Asie mineure, qui étaient les Palestiniens au départ, et quelle est, on va dire, la responsabilité du colonialisme anglais dans cette affaire. Alors, on peut commencer par Monsieur Deleward et faire comme on fait à l'accoutumée. Oh, mais je passe mon tour et je laisse la parole à Thierry qui en connaît beaucoup plus que moi sur l'histoire de la Palestine. Non, mais pendant l'entre-deux-guerres, il y a eu un mouvement de vente des terres palestiniennes à des immigrés juifs qui venaient d'Europe. Il faut bien comprendre, hein, ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui ont vendu leurs terres. Mais dans cette période, il y a eu deux mouvements qui ont commencé à attaquer les Juifs qui venaient et qui ont fait preuve d'une extrême violence contre eux. Alors, il faut comprendre que au début, il n'était pas question pour les Juifs qui venaient de créer un État, c'était pas du tout ça. En fait, ils cherchaient à revenir en Palestine, qui pour eux était un endroit un peu mythique. D'autant plus que la plupart de ces gens-là n'étaient pas des séfarades, c'était des ashkénazes. Ils n'avaient pas d'ascendance à cet endroit-là. C'était parce que c'était leur religion qui venait à cet endroit-là. Mais les Britanniques avaient un projet depuis déjà au moins 2 siècles de créer un État dans lequel ils mettraient ils mettraient une base pour la diaspora juive et ils utiliseraient cette base et cette diaspora pour étendre leur impérialisme dans le monde. Donc il y a énormément d'hommes politiques en Grande-Bretagne qui ont parlé de ça. Il y a eu des conférences qu'ils ont organisées et au début, les Juifs étaient absolument contre ça. Mais avec Théodore Herzl, il y a eu un basculement et certaines communautés juives, et puis après presque toutes les communautés juives, ont accepté l'idée de devenir les relais de l'impérialisme britannique et de créer un État en Palestine. Alors, au début, on ne savait pas où, on avait pensé que ce serait en Argentine, en Ouganda, enfin, il y a eu plein de choses, mais finalement, c'était en Palestine, parce que la Palestine appartenait aux Britanniques. Il s'agissait de permettre au colonialisme britannique d'avoir des relais un peu partout grâce à cette diaspora qui existait déjà partout. Et la France, à ce moment-là, a commencé à dire, mais nous aussi, on est capable de faire ça. Et je vous signale que Léon Blum, ça personne ne le sait en France, Léon Blum a voulu installer l'État hébreu au Liban et non pas en Palestine mandataire, mais au Liban mandataire. Et c'est le haut-commissaire français au Liban qui lui a dit « mais vous êtes complètement fou, il n'est pas question de faire ça ». Et donc heureusement que le haut-commissaire français l'en a empêché parce que je ne sais pas dans quel désordre nous serions. Voilà. Donc après ça, pendant la guerre mondiale, le groupe de Théodore Herzl a développé l'idée que les États-Unis allaient soutenir cet État juif qu'on allait faire en Palestine. Donc, en 1942, il y a eu un congrès à Washington. Oui, personne ne connaît ça. Mais ils ont fait un congrès à Washington et ils ont obtenu le soutien du président Roosevelt pour cet État qu'ils allaient créer. Voilà. Et donc, après, ce sont les Britanniques et les États-Unis ensemble qui ont organisé cette manœuvre en 1948 là, aux Nations Unies pour qu'il y ait un État juif et qu'il n'y ait pas d'État palestinien.
Parce que, encore une fois, quand on en a discuté en public aux Nations Unies, on avait dit qu'il y aurait 2 États. Mais les États-Unis et le Royaume-Uni se sont mis d'accord pour qu'en fait, il n'y en ait qu'un. Ce sont les Britanniques qui ont entièrement contrôlé la création de l'État hébreu, et ceci alors même que plusieurs politiciens britanniques ont été assassinés, au même titre que le comte Folke Bernadotte, ont été assassinés par les terroristes juifs. D'accord. Vous voulez réagir, Youssef? Oui, alors sur l'histoire du sionisme, effectivement, à partir des années 1880, Edmond de Rothschild commence à acheter des terres en Palestine. C'était un projet qui s'appelait les Amants de Sion. Donc c'était quand même avant Herzl. Il y a eu des contacts entre Herzl et Rothschild, mais je crois qu'ils ne se sont pas entendus sur le projet. Au départ, effectivement, Herzl était pour la création d'un État, peu importe le lieu, l'Ouganda, la Patagonie, mais Herzl n'était pas tout seul dans l'organisation sioniste. Il y avait des gens comme Max Nordau, Chaim Weizmann, d'autres personnages moins connus, qui ont fait pression sur Theodor Herzl. Et d'ailleurs, dans les mémoires de Theodor Herzl, c'est le volume 2, la page 711, c'est Israël Shaik qui l'a rapporté, on voit une carte du futur Grand Israël, où il dit que Israël, notre projet, s'étendra du Nil à l'Euphrate. Et quand Herzl va voir le sultan calife Abdulhamid II et qu'il lui fait la proposition suivante, l'annulation de la dette de l'Empire ottoman en échange, je crois en 1904, en échange de la Palestine, Abdulhamid II refuse. Il refuse, il dit cette terre ne nous appartient pas, elle appartient aux musulmans, et c'est sur la vivisection de l'Empire ottoman que vous créerez votre foyer national juif. Et le sultan émet une loi qui interdit aux musulmans, donc en Palestine, de vendre leurs terres à des juifs qui ne sont pas des juifs palestiniens. Parce qu'il y avait des juifs palestiniens en Palestine. D'ailleurs, il y a eu des confrontations entre les juifs, les vrais juifs de Palestine, et les juifs venus d'Europe pour coloniser. Et ce qui est important de dire, c'est que, là c'est un document dans la commission Peel, on en a la preuve, un groupe sioniste en 1916 se rend auprès des Britanniques et fait la proposition suivante. En 1916, les Britanniques sont à 2 doigts de perdre la guerre face aux Allemands. Et ils leur font la proposition suivante. Vous nous promettez d'attaquer l'Empire ottoman en Palestine et de créer le foyer national juif, et en échange, nous pousserons les États-Unis à entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il y a des témoignages, Wilson en parle lui-même, des gens autour de Wilson, notamment le rabbin Stephen Wise et le chef président de la Cour suprême aux États-Unis, Louis Brandeis, font un lobbying, entre autres, pas seulement eux, pour pousser les États-Unis à entrer dans la Première Guerre mondiale. Ils entrent dans la Première Guerre mondiale. Les Britanniques attaquent effectivement l'Empire ottoman en Palestine. Il y a la fameuse épopée de Laurence d'Arabie, et effectivement, les Arabes, certaines troupes arabes ont joué un rôle dans la création du foyer national juif, parce que quand le général Allenby déclare à Jérusalem, quand il prend Jérusalem, les croisades sont terminées, c'est entre autres avec l'aide de ces troupes arabes. Donc le foyer national juif se crée. En 1918, les Palestiniens acceptent qu'il y ait des arrivages de juifs qui ont subi les persécutions en Europe, et dans un premier temps, les Palestiniens acceptent, puis ils se braquent parce qu'ils comprennent que le projet sioniste est un projet colonial. En 1918, Ben Gourion publie un livre en yiddish où là encore, il parle du projet de colonisation et d'un futur projet d'État d'Israël, et c'est en gros les frontières bibliques qu'il établit. Bon, après on ne va pas refaire toute l'histoire, mais effectivement, peu à peu, les Américains vont s'impliquer de plus en plus après la Seconde Guerre mondiale, et vont prendre le relais des Britanniques, dont l'Empire a fini par se décomposer. Bon, maintenant on va passer à la question
Mais, juste une petite parenthèse, parce que le projet d'établir Israël, il date pas d'hier. Disraeli, déjà à l'époque, quand il influençait la reine Victoria, il y a des photos satiriques à l'époque où on voit que les Anglais n'étaient pas dupes de ce qu'il faisait. C'est qu'il l'encourageait à troquer sa couronne de reine d'Angleterre pour la pour la couronne d'impératrice. Et il avait compris que plus l'Empire se distendait, se dispersait, et plus Israël avait une chance d'apparaître, en fait. Donc les deux sont intimement liés, c'est-à-dire l'égarement colonialiste occidental et surtout anglais donne l'apparition d'Israël, en fait. Je réponds. Je réponds, Thierry. Quand Disraeli, le premier homme politique britannique, enfin, le premier peut-être pas, mais c'était le premier ministre britannique à prendre position pour la création de l'État d'Israël. Et il l'a fait inscrire au Congrès de Vienne. Ça a été inscrit à l'ordre du jour, la création de l'État d'Israël. Donc, à ce moment-là, ça n'a pas été débattu, mais on a juste dit l'État qui sera pour les Juifs, ça sera une terra nullus, un endroit qui échappera à la loi générale. C'est dans le texte du Congrès de Vienne. Youssef ? Oui, alors le projet sioniste est ancien. On va retrouver ce projet émerger dans les milieux protestants évangéliques, ça Thierry en a déjà parlé, mais les premières tentatives sont beaucoup plus anciennes. Première tentative historique de pousser les puissances occidentales dans une guerre contre l'Empire ottoman pour recréer le foyer national, enfin le royaume d'Israël, c'est le XVIe siècle. Entre 1525 et 1532, c'est l'épopée de Salomon Molko et de David Reiveni. Mais il faut bien comprendre que dans la tradition juive, il y a deux traditions qui s'opposent. Il y a une tradition talmudique qui interdit le retour en Terre Sainte, et vous avez une autre tradition qui est une tradition messianique active, qui veut en gros prendre la place du Messie et faire advenir les temps messianiques. Donc retourner en Terre Sainte par eux-mêmes. Donc quand ces deux personnages, par exemple, c'est un exemple très important, Reiveni et Molko s'adressent au roi du Portugal, au pape Clément VII et à Charles Quint et leur demandent d'attaquer l'Empire ottoman pour refonder le royaume d'Israël, ceux qui s'opposent à ces deux messianistes, ce sont des juifs. Ce sont des juifs tenant de l'orthodoxie qui disent non, là, ce sont des hérétiques qui nous mettent en danger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, on retrouve cette opposition entre les likoudniks représentés par Benjamin Netanyahou et des juifs qui sont un peu l'équivalent de la Gola actuelle. La Gola, c'était les juifs riches qui étaient exilés à Babylone, qui contrôlaient la Judée depuis Babylone. Ce sont Ronald Lauder, qui a financé une partie de la vie politique, de la carrière politique de Netanyahou, et qui s'attaquent à Netanyahou, et Attali aussi s'attaque à Netanyahou, puisqu'ils disent c'est Netanyahou et son gouvernement nous mettent en danger. Donc il y a toujours dans l'histoire juive des oppositions internes, et là cette opposition ressurgit encore. Ceux qui veulent faire au forceps le grand Israël, même si ça doit coûter une grande guerre régionale ou une guerre mondiale, se voient aussi aujourd'hui opposés à des gens qui sont des juifs sionistes, mais modérés, disons, qui s'y opposent radicalement parce que cela les met en danger. Quand on entend Ronnie Broman, par exemple, qui est un anti-sioniste, opposé à la politique israélienne, et qui dit « Netanyahou nous met en danger », ou Attali, qui est un sioniste et qui dit « Netanyahou est le pire ennemi d'Israël », on a là encore cette opposition interne. Donc historiquement, dans la longue histoire du judaïsme, vous avez même avant le proto-sionisme, des traditions opposées, avec des gens comme par exemple Maïmonide, qui sont des rationnels, des talmudistes rationnels, qui s'opposent aux mouvements extrêmement dangereux dans le judaïsme, qui sont les mouvements apocalypticiens,
qui veulent faire advenir les temps messianiques. Et aujourd'hui, quand on a un Netanyahou qui dit « ça y est, on est en train de réaliser les prophéties d'Ésaïe », c'est une sorte de poussée de fièvre messianique qui met le Proche-Orient en danger et le monde en danger aussi. Donc ce serait depuis la destruction des temples qu'il ne rêvait que de revenir, en fait, c'est ça, depuis la chute de l'Empire romain? En fait, depuis la destruction du premier temple et du royaume de Juda, au royaume d'Israël puis le royaume du Juda, le messianisme est né, mais ce n'était pas un messianisme actif. Le messianisme, c'est quoi? C'est l'attente de l'arrivée d'un personnage qui est le descendant du roi David et qui va restaurer le royaume d'Israël. C'est simplement cela, simplement. Normalement, c'est une attente passive. Et quand il y a eu l'épopée de Bar Korba, qui a voulu chasser les Romains, etc., c'est là que le rabbi Elio du Talmud dit, donc dans Shira Shirim Ketubot 111a, c'est dans le Talmud, il dit il est interdit aux Juifs de retourner en un mur en terre sainte. Il est interdit aux Juifs de révéler aux nations les secrets de la fin des temps, et il est interdit aux Juifs d'essayer d'accélérer la fin des temps. Donc en fait, déjà depuis le IIe siècle, vous avez cette tension interne. Vous avez dans la tradition juive une force qui essaie de contenir une autre force. Une force orthodoxe qui essaie de contenir les apocalypticiens, les messianistes. Et aujourd'hui, quand vous écoutez les Naturae Carta, qui sont des juifs orthodoxes religieux, ils sont antisionistes. C'est parce qu'ils s'inscrivent dans cette tradition de longue durée qui dit non, on doit attendre l'arrivée du Messie. Et donc ils disent l'État d'Israël est une abomination puisqu'il a été créé sans le retour du Messie. Donc il faut comprendre cet univers religieux pour saisir de quoi il s'agit. Et donc après la guerre de 67, vous avez eu de plus en plus de religieux qui se sont convertis au sionisme. Mais la majorité des rabbins allemands à l'époque d'Herzl se sont opposés à l'organisation du congrès en Allemagne. Ils étaient antisionistes. La majorité des rabbins étaient antisionistes parce que pour eux, c'est une hérésie. Il faut attendre que le Messie vienne pour restaurer le royaume d'Israël. D'accord. Donc, oui, allez-y, Thierry. Là, aujourd'hui, les gens qui se réclament de cette tradition ont un appétit incommensurable. Parce qu'on disait tout à l'heure, ils veulent rétablir les frontières d'Israël du Nil à l'Euphrate. Mais historiquement, Israël, ça a été minuscule. Tout à fait. C'est juste Jérusalem et sa banlieue. Ça n'a jamais été plus grand que ça, jamais. L'État d'Israël actuel, il est beaucoup, beaucoup plus grand que l'Israël historique. C'était une colonie romaine, on peut dire au départ, une petite colonie romaine. Non. Thierry ne parle pas de ça. Thierry parle en fait du royaume d'Israël et du royaume de Juda. Et ces royaumes-là étaient dans des frontières très réduites. Et en fait, le Nil à l'Euphrate, les frontières du Nil à l'Euphrate, qu'on trouve dans Genèse 15-18, en fait, est un décalque des frontières de l'Empire assyrien. En fait, il faut bien comprendre que les scribes lévites, quand ils vont rédiger, plutôt falsifier la Torah, ils vont s'inspirer d'histoires qui leur sont étrangères. Donc, le royaume flamboyant du Nil à l'Euphrate, vous prenez la carte de l'Empire assyrien, c'est celui-là. D'accord. Le royaume de Salomon ne s'est jamais étendu sur de telles frontières. Il faut leur expliquer aux Netanyahou, etc. Revenir à la banlieue de Jérusalem. D'accord. Et je fais juste une petite parenthèse, parce que tout à l'heure, j'ai confondu Herzl, mais Pierre Hillard parlait bien de deux colonialismes occidentaux opposés au travers de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un colonialisme allemand qui n'était pas défavorable au sionisme, et visiblement, c'est le colonialisme anglais qui s'est imposé. Oh, tu parles d'autre chose. Quand on s'est fait la guerre parce qu'il y avait des rivalités coloniales. Oui, d'accord, mais Pierre Hillard ne parlait pas d'un juif qui avait été du côté de l'Allemagne nazie pour son plan sioniste. Non, mais je crois savoir à quoi vous faites allusion. Vous faites allusion aux accords de transfert qu'il y a eu entre le régime nazi et le foyer national juif. Je crois que c'est de ça que vous parlez, des liens. Il y avait un juif qui prêchait pour sa paroisse à ce moment-là auprès des Allemands. Oui, il y en a eu plusieurs. Il y en a un en particulier, j'ai oublié son nom, qui travaillait d'ailleurs avec le régime de Vichy et qui proposait justement ce projet sioniste au régime de Vichy, et les gens du gouvernement de Vichy trouvaient cela intéressant. Mais parallèlement, vous aviez des liens encore jusqu'au début des années 40
entre les sionistes, le régime nazi et le régime de Vichy. Ça, je veux dire, c'est documenté. Hein, c'est pas des. Et c'était pas Herzl alors? Non, Herzl, il est mort en 1905. Ça peut pas être lui. Ok, autant pour moi. Autant pour moi. C'est juste un anachronisme. Non, mais effectivement, il y a des liens entre le sionisme et le nazisme jusqu'au début des années 40, jusqu'en 42. C'est pas ma spécialité, mais effectivement, vous faites allusion au livre d'Hillard qui s'appelle Mondialisme et nazisme. Voilà, je crois que c'est ça. Oui, donc, mondialisme et sionisme. Il parle de ça. Justement, puisqu'on parle de Pierre Hillard, j'en arrive à ma question un peu. C'est pas une question de piège, mais c'est une question qui n'est pas consensuelle sur le monde arabe, justement, dont vous êtes spécialiste. Alors, Monsieur Delard, vous m'en voulez pas, hein, ça fait un petit moment que je laisse totalement mon temps de parole aux gens compétents sur le sujet. Moi, quand je... D'accord. Hein? Alors, pour commencer, on va faire voler en éclats quelque chose qui pour vous est évident, mais qui pour l'audience n'est pas forcément toujours évident, c'est que la guerre au terrorisme est basée sur une imposture de base, c'est-à-dire que c'est ceux qui financent le terrorisme qui prétendent le combattre. On peut prendre n'importe quel exemple. Vous prenez les casques blancs en Syrie, c'était des djihadistes qui étaient financés par les Occidentaux, qui ont gazé des populations, qui ont essayé de faire une attaque au gaz. Et comme d'habitude, c'est toujours la même marque de psychopathie qu'on a dit, oui, Bachar al-Assad gaze ses populations. On voit bien que qu'est-ce que ça nous apprend? Ça veut dire que le monde arabe est quand même assez divisé et assez monté en division interne. C'est-à-dire qu'on en avait parlé d'ailleurs en aparté, on avait dit le monde arabe, après la Seconde Guerre mondiale, avait été divisé entre l'influence des Américains et de la Russie. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas. On a un peu l'impression qu'il y a des Arabes pro-occidentaux qui jouent contre des Arabes qui gardent une influence russe. Et je voulais vous prendre, pour continuer mon argumentaire, une phrase qui sort d'un quotidien, le Haaretz, que vous connaissez certainement, qui représente un peu la gauche israélienne, qui est un peu anti-Netanyahou. Et voilà ce que le Haaretz révèle. Alors, il prend une phrase de Netanyahou. Hein. Il dit « N'importe quelle personne qui voudrait saper l'établissement d'un État palestinien doit supporter le Hamas et lui transférer des fonds. » Alors, Netanyahou a dit ça à ses collègues du parti le Likoud, et qui sont membres de la Knesset. Il a dit ça en mars 2019. Et il a dit c'est une partie de notre stratégie. Youssef Indy, quand on pense au Hamas et à son financement, sa création, si on part du principe que tous les gens pacifiques ont été assassinés au profit de ceux qui prenaient plus la violence, est-ce qu'on ne fait pas un constat dans le monde arabe qu'il y a une fissuration et qu'il y a des Arabes qui jouent contre d'autres au profit des Occidentaux ou du monde atlanto-sioniste en général? Là, on enfonce une porte ouverte, oui. Mais rapidement, concernant le Hamas, oui, c'est une histoire qui est connue. Les frères musulmans s'implantent en Palestine, notamment à Gaza, à partir des années 70, avec l'autorisation des Israéliens. En 1987, Cheikh Yassine et ses camarades créent le Hamas avec le soutien du gouvernement israélien. Après les accords d'Oslo 93, le Hamas mène des attaques, ce qui satisfait les Israéliens parce que les accords d'Oslo, ils n'ont jamais voulu les appliquer de toute manière. Ils ont utilisé le Hamas pour faire pièce à l'OLP. Et ils ont autorisé les pétromonarchies à financer le Hamas. En 1997, Netanyahou est Premier ministre, et aussi ministre de l'économie. Il libère Cheikh Yassine et il l'autorise à retourner à Gaza. Donc ils alimentent effectivement le Hamas. Le Hamas gagne les élections en 2006 parce que Sharon retire les colonies et donc le Hamas gagne les élections en avançant d'ailleurs cet argument. C'est grâce à notre résistance que les colons sont partis. Juste pour résumer, en fait, là où vous voulez en venir, c'est de dire que Israël, pour justifier cette épuration ethnique d'ailleurs en cours, récupérer Gaza, parce que pour eux, Gaza leur appartient, ça appartient aux Juifs, il faut chasser les Gazaouis vers le Sinaï. Ils ont besoin d'un antagoniste virulent qu'ils vont diaboliser, et pour justifier cela, ils n'ont pas besoin, ils ne veulent pas, les Israéliens, les dirigeants israéliens, les faucons, ils ne veulent pas d'un interlocuteur palestinien qui accepte de faire la paix. Parce que de toute façon, les Israéliens ne veulent pas faire la paix.
c'est un État qui est né dans la guerre et qui veut s'étendre par la guerre. Donc oui, il y a une dialectique entre Israël et le Hamas, mais je ne vais pas dire que les combattants du Hamas combattent pour satisfaire les Israéliens. Je ne remets pas en cause la sincérité des combattants du Hamas à la base. Mais effectivement, les dirigeants du Hamas ont eu des attitudes ambiguës, notamment durant le printemps arabe, notamment durant la guerre contre Bachar el-Assad. Oui. Parce que quand on regarde le monde qu'est-ce que vous voulez me faire dire exactement? Non, je ne veux pas vous faire dire quoi que ce soit, mais quand on voit le comportement des djihadistes, on peut se dire qu'ils sont que des... Je prends le syndrome Ben Laden. Ces gens ont permis la justification d'un interventionnisme de néocolonial et néoconservateur, mais ils n'ont été que des agents de l'atlantocionisme. Ils n'étaient pas du tout dans un combat héroïque, spirituel, musulman. Donc il faut quand même aussi, je dis ça pour l'auditoire, mais il faut voir aussi qu'il y a un bon nombre de traîtrises dans le monde arabe qui jouent contre le monde arabe qui essaie de résister. Ça date pas d'hier. Si vous prenez l'histoire... C'est pas différent en Europe. Oui, bien sûr. Bien sûr. Prenez l'histoire des Saoudo-Wahhabites. Qui est-ce qui les ont mis au pouvoir, les Saoudo-Wahhabites? Ce sont les Britanniques. Il y a eu l'épopée de Mohammed ibn Abdul Wahhab au XVIIIe siècle, les Wahhabites au XIXe siècle. Ils ont été écrasés deux fois par les Ottomans. Et ensuite, ce sont les Britanniques, après la Seconde Guerre mondiale, qui les ont mis au pouvoir. Celui qui chapeautait Abdelaziz ibn Saoud, c'était l'agent secret britannique Philby, pendant que Lawrence d'Arabie s'occupait de soulever les troupes arabes contre. Donc, et même le takfirisme, ce qu'on appelle les djihadistes takfiristes, qui tuent majoritairement d'autres musulmans. Le takfirisme, on le trouve déjà dans le wahhabisme au XVIIIe siècle. Le takfirisme, c'est un peu dire comme Martin Luther, je suis un véritable chrétien, je suis tellement chrétien que je peux excommunier le pape en disant que le pape est un antéchrist. Ben, le wahhabite, c'est un peu la même chose. Ils sont plus musulmans que les musulmans, ils les excommunient, c'est le takfirisme, et ils les tuent. Donc les ancêtres des takfiristes qu'on a vus en Syrie, en Irak, ce sont les wahhabites et les saoudo-wahhabites du XVIIIe siècle. Ils avaient déjà fait ça. Je laisse la parole à Thierry parce que je sens qu'il a des choses à dire. Oui, il y a deux choses que je voudrais dire sur cette histoire-là. D'abord, Oussama Ben Laden, c'est uniquement ici qu'on croit qu'il était contre les États-Unis. Il a été membre de la Ligue anticommuniste mondiale avant de s'engager dans le combat qu'il a mené en Afghanistan. Et quelques semaines avant sa mort, une très grande personnalité arabe m'a expliqué qu'il était allé le voir dans l'hôpital américain de Dubaï, après les attentats. Voilà. Donc, et que dans sa chambre, quand il a été reçu, il y avait 2 agents de la CIA pour sa sécurité. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour le Hamas, mon expérience, je pense que c'était en 2012 ou peut-être 2013, je ne sais pas. J'habitais à Damas et il y avait une ville palestinienne à 2 km et demi de chez moi. Je pouvais la voir par le balcon. Et les gens du Hamas sont arrivés avec les gens d'Al-Qaïda, c'est normal, c'était tous des frères musulmans, ils sont arrivés ensemble pour tuer les responsables du FPLP, parce que ce sont des ennemis de Dieu. Le FPLP, ce sont des marxistes, ils ne croient pas en Dieu. Bon. Donc ils sont venus tuer d'autres Palestiniens. Et ils étaient encadrés par des agents du Mossad israélien qui leur disaient non, c'est pas cette maison, c'est celle-là. Parce que les Israéliens avaient des plans très précis de cette ville que le Hamas n'avait pas. Voilà. Donc, et là, ils ont tué un de mes amis qui était un des responsables du FPLP. Donc, voilà, je pense que ces gens-là sont des criminels, ça je le pense depuis longtemps. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont mené l'opération du 7 octobre avec des éléments de la résistance palestinienne. Mais Thierry, juste une question, mais tu fais bien la distinction entre les combattants du Hamas et les dirigeants du Hamas qui sont
responsable. Ça, dans tous les groupes, il y a des gens qui tirent les ficelles et il y en a d'autres qui adhèrent à ce groupe. C'est pour les gens qui nous écoutent. Hein, quand vous êtes à Gaza, comment vous pouvez exprimer votre résistance? Eh bien, la première possibilité, c'est le Hamas. Et vous allez rentrer au Hamas sans être un frère musulman. Et vous savez, le Hamas ne cherche pas à libérer la Palestine. Le Hamas cherche à créer un califat dans lequel il n'y aurait pas de non-musulmans. Le Hamas est l'ennemi de tous les non-musulmans. Il a une conception de l'islam tellement étroite qu'il veut tuer les chiites, qu'il veut tuer les ismaélites, qu'il veut tuer les Kurdes, qu'il veut tuer tout le monde en fait. Bon. Mais ça, ce sont les dirigeants, évidemment. Les gens qui adhèrent à ça n'ont pas nécessairement conscience de ce phénomène. Et des fois, ils en ont conscience, mais ils font avec ce qu'ils ont. Ils n'ont pas d'autre manière d'exprimer leur révolte contre l'oppresseur. Une chose, Thierry, même deux choses. Il y a des chrétiens à Gaza. Oui, il y en a plus beaucoup. Oui, il y en a plus beaucoup. Alors, on nous dit c'est à cause du Hamas, mais si on regarde les chiffres depuis ces dernières années, ces dernières décennies, que ce soit de Gaza, Jérusalem ou Cisjordanie, le nombre de chrétiens diminue. Et les rapports montrent que c'est parce que la ville est devenue infernale pour eux à cause des autorités israéliennes. Mais c'est par rapport à ce que tu disais, le Hamas n'a pas fait disparaître les chrétiens de Gaza. Et à ma connaissance, je n'ai pas d'informations sur le mauvais sort qu'il leur ferait subir. Et la deuxième chose, c'est que, je répondais ça à quelqu'un récemment, la majorité des combattants du Hamas sont des gens dont les parents ont été tués. Donc je dis, même si vous faites disparaître le Hamas par magie demain de Gaza, ça ne résoudra pas le problème. Vous aurez toujours des gens dont les parents sont tués et qui veulent se... On est tous d'accord là-dessus. Voilà. On est tous d'accord là-dessus. Parce que, du coup, moi, en fait, ce que je voulais aussi un peu travailler la chose, c'est que quand on s'intéresse aux textes juifs, j'ai fouillé un peu, et je me souviens plus si c'était la Torah ou le Talmud, mais ils disent, eux, dans le foncier, que si votre voisin qui n'est pas juif ne prend pas soin de ses terres, il est du devoir des juifs de s'accaparer ces terres parce qu'eux, ils savent ce qu'ils vont en faire. Est-ce que, quelque part, quand on lit ce rapport au foncier, on a l'impression que le monde arabe, sur son manque de travail spirituel ou son manque de reprise par rapport à la décadence, est en train de se faire dissoudre par un espèce d'acide matérialiste juif qui est un peu un bout de tableau au point de vue humain sur le rapport au monde tel qu'il est établi par leur matérialisme. Est-ce que le monde arabe ne paie pas une fissuration par un manque de travail spirituel? C'est une question. En fait, il y a deux éléments dans votre question. Le premier, c'est sur le foncier. Moi, je reviendrai simplement à Maïmonide. Maïmonide, celui qui a écrit le fameux Mishneh Torah, qui est une sorte d'abrégé du Talmud. Donc, Maïmonide, c'est après Moïse, il y a Moïse Maïmonide. Et lui dit, par exemple, que le commandement disant qu'il faut exterminer tous les étrangers de la terre sainte, ce qu'on trouve dans les livres de Josué, par exemple, où il dit à Josué, tu extermineras les peuples devant toi, les Amorites, les Cananéens, etc. Il dit, Maïmonide, ce commandement reste valide jusqu'à la fin des temps. Il dit, quand nous prendrons le contrôle, quand nous retournerons en Terre Sainte, c'est ainsi que nous traiterons les autochtones. Donc en fait, l'État d'Israël, c'est l'application du livre de Josué et des commandements de Maïmonide. Maintenant, l'autre question, c'est, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission sur le sujet, sur l'effondrement religieux dans le monde musulman. Est-ce que, j'ai la réponse, mais la question, est-ce que la disparition du califat a entraîné la désagrégation du monde musulman? Enfin, là, ça mériterait une analyse approfondie des causes de la décadence du monde musulman. Et là, je crois qu'on n'a plus vraiment le temps
D'accord, mais c'était juste pour dire qu'on avait l'impression quand même que c'était facile pour les Israéliens de toujours trouver la faille pour avancer, quoi. Ah oui, oui, on est d'accord. C'est ça, quoi. Et juste une toute dernière chose, parce que je ne veux pas non plus abuser, mais je sais, Youssef Indy, que vous connaissez forcément la parabole des coqs, puisque certains rabbins ont essayé à en parler publiquement sur Internet. Et bon, on ne va pas la raconter. Thierry Messon ne la connaît pas, je crois. Bon, bah, vous connaissez tu connais le Rav Ron Shaya, Thierry? Oui, mais... Bon. J'arrive juste à la fin de la parabole des coqs qui dit, à la fin des temps, c'est écrit qu'ils ne voudront pas faire la guerre. Alors là, il parle des nations entre elles, mais c'est écrit que par la tignasse de leurs cheveux, ils seront contraints d'y aller. Donc ça veut dire quand même qu'il y a dans l'idéologie juive une volonté quand même de pousser les gens à un chaos collectif pour obtenir gain de cause. En fait, là, vous faites référence à la guerre eschatologique. C'est la guerre de Gog et Magog. Il n'y a pas que les Juifs qui y croient. En fait, les musulmans y croient. Quand George W. Bush appelle Jacques Chirac et lui dit il faut que tu te lances avec moi dans cette guerre contre l'Irak, Jacques Chirac, pourquoi? L'autre lui dit c'est la guerre de Gog et Magog. Jacques Chirac fait convoquer Thomas Romer, le bibliste, pour lui demander qui sont Gog et Magog. Donc il y a des gens puissants qui y croient vraiment. Donc ça peut prêter à sourire, mais c'est quand même sérieux. Donc il y a cette idée qu'en fait, à la fin des temps, Israël sera cerné par les ennemis et que Israël accomplira les promesses bibliques de domination impériale. Donc on revient en fait à cette histoire d'empire assyrien, etc. L'impérialisme de la Bible hébraïque et des juifs sionistes aujourd'hui, c'est un impérialisme qui se fonde non pas sur l'histoire réelle, mais sur l'histoire d'un autre empire assyrien. Et donc il est dit que Israël atteindra ses objectifs en entraînant des grandes puissances à se combattre les unes contre les autres. Ça ressemble à l'actualité quand même un peu. Ça ressemble au lobbying pro-israélien qui pousse les États-Unis à détruire l'Irak, par exemple, à faire le boulot à leur place. Et à pousser les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Oui, ça ressemble à ça. En gros, que vous preniez juste, je fais une parenthèse, je ne vous coupe pas, hein, mais que vous preniez l'assassinat de Kennedy en passant par le 11 septembre, la guerre en Ukraine, il y a quand même les marqueurs d'un espèce de psychopathe qui agit toujours avec les mêmes ressorts, quoi, en gros. Alors, je pense qu'il faut prendre une certaine distance avec ça. Il y a des textes de certaines époques auxquels des individus peuvent se référer quand ils en ont besoin, mais qui ne vont pas nécessairement croire au pied de la lettre. Et c'est sûr, nous sommes tous élevés dans une ambiance qui fait qu'on nous transmet de génération en génération des schémas de pensée, mais nous en avons plusieurs en tête. Nous, Français, nous sommes les héritiers de la Révolution, mais nous sommes aussi les héritiers du colonialisme. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, dans la tradition juive, on peut trouver des choses absolument aberrantes. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui continuent à y croire, mais quand même Moi, j'ai l'impression qu'il y a même des hauts placés. Hein. Mais oui, il y a des gens haut placés qui y croient, mais quand même, la masse des Juifs ne croit pas à ces choses-là. Faut garder un peu de... faut relativiser un peu ces choses-là. D'accord. Bon, bah écoutez, si vous voulez ajouter les uns les autres, moi je vous laisse. Hein. Je sais que Youssef Indy, vous vouliez parler de cette histoire du Luxembourg, brièvement. Oui, alors je devais donner une conférence à Thionville le samedi 11 novembre. Cette conférence a été interdite par le préfet, donc qui a émis un arrêté préfectoral le jeudi 9 novembre à 11h du matin, donc qui ne nous a pas laissé le temps de contester auprès du tribunal. Par conséquent, on a été obligé d'organiser cette conférence au Luxembourg. Donc la conférence a eu lieu, mais au Luxembourg, parce que l'arrêté préfectoral a été émis, envoyé à toutes les mairies de Moselle, m'interdisant donc de m'exprimer publiquement en Moselle
L'argument, c'était possibilité de troubles à l'ordre public. Alors, j'ai 10 livres à mon actif, des dizaines de conférences. Il n'y a jamais eu de troubles à l'ordre public. Je n'ai jamais été condamné, je n'ai jamais été attaqué en justice, donc jamais condamné. Je ne vois pas pourquoi mes propos provoqueraient tout d'un coup des troubles à l'ordre public en raison de l'actualité brûlante et surtout ce qui est signifié dans l'arrêté, en raison de mes prises de position. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, un auteur, un analyste qui est pro-palestinien ou considéré comme pro-palestinien n'a pas le droit de s'exprimer C'est pas en ça que ça public. signifie. Hein. C'est pas ça que ça signifie. Ça signifie que comme tu es pro-palestinien et que si on discute de ça, il y aura un trouble à l'ordre public, on ne doit pas t'écouter. Et pour conclure, est-ce que vous pourriez apporter vos solutions à ce conflit? Qu'est-ce que vous diriez? Comment vous envisagez le futur sur cette histoire? Il y a la solution qui est préconisée par l'ONU et par 139 États qui ont reconnu l'État de Palestine à l'ONU. C'est une solution à 2 États figurant dans les frontières de 67, donc c'est précis. Mais le problème, comme l'ont souligné les intervenants, hein, c'est qu'Israël ne veut pas de ça. Israël ne veut rien du tout, il veut un État ethniquement pur, hein, où il n'y ait que des... C'est un État d'ailleurs confessionnel, hein, autoproclamé. Bon, ils veulent pas de ça, et donc ça ne se fera pas demain. Hein. Je vois personne pouvoir imposer à Israël ce genre de solution, et c'est la seule qui permette. On peut pas envisager aujourd'hui la solution à un État et 2 peuples parce que c'est ingouvernable. Ou alors il y a les solutions prévues, souhaitées par Israël, hein, c'est l'État unique, ethniquement pur, c'est-à-dire les Palestiniens aller immigrer en Égypte, dans le Sinaï ou au Liban, en Jordanie, dans les États voisins, mais ne restez pas là, quoi. Mais ça non plus, ça ne sera pas accepté. J'imagine mal que ça puisse être accepté par la communauté internationale aujourd'hui, surtout que la communauté internationale aura été remontée par le massacre actuel. Le massacre actuel va laisser des traces, hein, et va rendre toujours plus difficile la création de 2 États. Alors, bon, je ne vois pas de solution à court terme, en tout cas. Et à long terme, bon, c'est la solution à 2 États. Hein. Je pense que Rabin, à l'époque où il a été assassiné, avait réfléchi et pensait que c'était la solution. Bon, il a été assassiné, c'est terminé, hein, on passe à autre chose. Mais aujourd'hui, je ne vois pas d'autre solution que la solution à 2 États dans les frontières de 67, qui est déjà reconnue par 139 États, qui sera probablement demain reconnue par d'autres, avec ce qui se passe actuellement en Palestine. Hein. Je pense que la communauté internationale, il y aura de plus en plus d'États. Il faut savoir que la solution à 2 États, le Parlement français l'a votée. On l'a votée, hein, il y a 7 ou 8 ans sous Fabius. Mais ça n'a pas été suivi des faits parce que l'exécutif a jugé que ce n'était pas le moment. Le problème, c'est que comme ce n'est pas le moment depuis 75 ans, ça veut bien dire qu'on ne veut pas et que notre exécutif est soumis à des lobbies pro-Israël, on va le dire, hein, il faut le dire, hein, et que pour cette raison, la France, en tout cas, n'est pas prête demain à voter pour une solution à 2 États, alors que c'est la seule solution possible. Il n'y en a pas d'autre. Oui. Bien sûr, c'est la seule solution possible. Mais tel que nous envisageons la solution à 2 États, nous ne l'envisageons pas comme l'ONU y avait pensé en 1948. Ouais. En 1948, on disait qu'il y aurait 2 États, mais ils seraient fédérés entre eux. Ça serait un État binational. Tandis qu'aujourd'hui, on pense que ça serait 2 États complètement séparés.
Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est la reprise de ce que Youssef avait parlé de la commission Peel. C'était le projet des Britanniques quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient mis un tel désordre que c'était absolument ingérable et qu'il fallait séparer les populations. Mais moi, j'ai l'idée que l'on puisse vivre ensemble, que cette histoire de séparer les populations, bon, peut-être ça permet de stabiliser dans un premier temps, mais ça ne résout pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il faut reconnaître que nous sommes tous égaux. Et encore une fois, tel qu'on envisage cette solution à deux États, ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou a fait voter il y a 2 ans, je crois, plus personne n'y a fait attention, que Israël n'était plus un État où les citoyens étaient égaux, mais c'était un État juif. Et la conséquence, c'est que là, quand cette guerre a été déclenchée, beaucoup de musulmans qui avaient la citoyenneté israélienne et qui soutenaient l'État d'Israël se sont mis maintenant du côté de la résistance palestinienne. D'accord. Youssef ? Alors, effectivement, dans l'idéal, il faudrait un État binational avec des citoyens égaux. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que dans la conception israélienne, judéo-israélienne, il ne peut pas y avoir d'égalité entre les uns et les autres. Je pense qu'il y a une partie de la population israélienne qui serait prête, en fait, à faire partie d'un État binational à égalité avec les Palestiniens. Mais quand on voit, par exemple, l'histoire des États-Unis, l'extermination des Indiens, la ségrégation jusque dans les années 60, là je renvoie aux travaux d'Emmanuel Todd, il y a des structures anthropologiques qui empêchent en fait l'avènement d'un système égalitaire. Dans mon dernier livre, je fais la comparaison entre ce qu'est un empire, un imperium, Rome, et ce qu'est un hégémone, Athènes. Et on voit dans l'histoire d'Athènes et de Rome 2 histoires totalement différentes. Vous avez une puissance romaine, c'était pas des gentils, hein, mais c'était une puissance égalitaire, très autoritaire, intégratrice. D'ailleurs, le père romain pouvait adopter des garçons qui n'étaient pas de sa parenté et les intégrer à la famille, ce qui n'existait pas chez les Athéniens. Si vous étiez un Spartiate ou issu d'une autre cité, vous ne pouviez pas devenir athénien. Et donc le système de domination géopolitique athénien est devenu un système hégémonique, un hégémone, avec une séparation entre le dominé et le dominant. Ça a duré 80 ans. Les systèmes hégémoniques dans l'histoire, en général, ne durent pas longtemps, à moins qu'il y ait une transformation et une intégration. Israël n'a jamais pu véritablement s'implanter et pacifier la région parce que il aurait pu, s'il avait un modèle romain impérial égalitaire, en intégrant les autres populations. Il y a eu l'Empire byzantin, il y a eu l'Empire romain, il y a eu les empires musulmans qui ont une conception égalitaire. Mais si vous arrivez avec une conception inégalitaire, le peuple de la lumière et les peuples de ténèbres, ça va être très difficile d'établir un État égalitaire. Il est là le problème. Donc en fait, il faudrait qu'une force extérieure, notamment occidentale, un allié d'Israël, contraigne Israël. Or, aujourd'hui, il n'y en a plus. La France gaulliste a disparu. Donc même au sein du monde occidental, il n'y a plus de force d'équilibre pour rééquilibrer la folie anglo-américaine face aux puissances montantes. C'est ça aussi le drame, c'est que même dans le monde occidental est globalement, avec la France, entraîné dans une folie inégalitaire, hégémonique, anglo-américaine, judéo-protestante. Et c'est ça qui manque en Occident. Ça serait inconcevable qu'une puissance nucléaire dise, voilà, pour faire respecter le droit international, on va utiliser la force pour contraindre les gens à respecter le droit. Oui, mais la Russie pourrait. Oui, mais c'est une force. Là, il n'y a plus que des forces antagonistes d'Israël. Parce que même la Russie n'est plus véritablement un pays qui a de bonnes relations avec Israël. Il n'y a plus que des antagonistes.
C'est pas par la force qu'on trouvera la paix, hein, ça c'est sûr. Non, mais je veux dire, on en parlait avec monsieur Delaware l'autre fois. Vous ne pensez pas que si par exemple la Russie montrait les muscles, les Américains et Israël reculeraient? On dirait, voilà, nous on s'est engagé à respecter le droit international, les massacres doivent cesser et on interviendra militairement pour vous faire comprendre si vous n'entendez pas raison. C'est pour vous, c'est inconcevable. C'est impensable, hein, c'est inconcevable. Hein, que la Russie le dise, que la Russie ou les États-Unis ou que n'importe qui le dise, c'est inconcevable aujourd'hui. Avec l'arme nucléaire, je vois pas. À moins que, comme à l'époque du canal de Suez, les États-Unis, la Russie, la Chine, etc., tout le monde soit d'accord. Mais là encore, c'est pas pour demain. Hein, donc, moi, je ne vois pas de solution. La paix à court terme, je ne la vois pas. Je ne la vois pas venir. Hein. Ça a duré 75 ans, ça risque de durer encore très, 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 très longtemps. Hein. Alors, le tout, c'est d'arrêter le bain de sang, quoi. Il faut qu'on arrête, les Israéliens dans leur folie furieuse, hein, de massacre, parce que ça, c'est pas humainement acceptable. On peut pas, l'humanité ne peut pas accepter ça. Donc ça, il faut le faire cesser. Mais en dehors de ça, bon, on n'empêchera pas. Je ne vois pas d'évolution rapide à court terme. Hein. Alors, les événements qui se sont produits vont quand même être un choc pour tout le monde. Et il y a peut-être des gens en Israël et dans le monde palestinien qui vont commencer à réfléchir, j'en sais rien. Hein. Peut-être que des fois on est surpris hein, par la géopolitique, il se passe des choses qu'on n'imaginait pas la veille. Hein. Bon, mais je suis pas très optimiste pour la paix demain, quoi. Je sais pas, j'ai pas de. La solution à deux États, bon, elle a 139 partisans aujourd'hui à l'ONU, elle en aura peut-être 150 ou 160 demain. Quand les BRICS auront fait leur chemin, etc., il y aura des États qui vont finir par reconnaître l'État palestinien à l'ONU. Et normalement, quand il est reconnu par une majorité des 2/3 ou un peu plus, l'État est reconnu. Sauf s'il y a veto. Et le problème du veto, c'est les États-Unis. Hein. La France mettrait pas son veto à ça. Je ne pense pas que la France, la Grande-Bretagne non plus. Hein. La solution à deux États a été votée au Parlement britannique. Exactement. Et votée, elle a été acceptée. Sauf que l'exécutif britannique a fait exactement la même chose et c'était la même année, à quelques mois d'intervalle, a fait la même chose que l'exécutif français parce qu'ils sont soumis, les exécutifs sont soumis au lobby pro-Israël et donc ils ont dit ah ben non c'est pas le moment, on verra ça plus tard. Quoi. Bon, ça fait 75 ans que c'est pas le moment, hein, donc je vois pas, je suis pessimiste sur. Je crois qu'on peut faire beaucoup de bêtises et je prends un détail récent. Madame Borne a dit à l'Assemblée nationale que des mauvaises informations répandues par la Russie faisaient croire que la France était opposée à une trêve humanitaire à Gaza, mais la France a voté pour le texte brésilien, oui, mais la France a opposé son veto à la même proposition quand elle a émané de la Russie. Elle a opposé son veto. Elle ne l'avait pas fait depuis 1976 d'utiliser son veto. Donc on peut faire des bêtises encore. Oui, c'est que ça semble quand même pessimiste tout ça. C'est réaliste, d'accord, hein, mais. Réaliste, oui. Enfin, à moins que Youssef ait une solution. Non. Je suis désolé de vous décevoir. La solution, c'est de voir le système occidental s'effondrer et probablement ça viendra dans un avenir très proche, dans les toutes prochaines années. Alors là, je partage l'avis de Thierry. Oui. Ça peut venir, mais il faut d'abord que tout le système néoconservateur et mondialiste occidental s'effondre. Ce jour-là, les lobbies pro-Israël qui tiennent tous les pays occidentaux aujourd'hui, ou en tout cas les pays qui comptent, hein,
Bon, à ce moment-là, ils perdront une large part de leur pouvoir de nuisance et on pourra avancer, quoi. Mais il faut changer complètement le système occidental et donc ça passe par l'effondrement, notre effondrement économique d'abord, hein, et puis après, l'effondrement économique précipitera les changements politiques et à partir de là, on pourra peut-être avancer. Oui, je partage point de vue, hein, et ça passe par l'effondrement. Alors écoutez, ça fait, ouais, je vous coupe pas, ça fait 2 h 30 d'entretien. Ouais, J'ai pris beaucoup de votre temps. Je vois que Youssef est fatigué. Ouais, bah, en plus, s'il revient de. Non, mais j'ai C'est fait quand même un entretien en fait tout à l'heure avec Eric Verrag. Donc en ce moment, j'enchaîne, Ah je ouais, fais 2 par d'accord. jour. Alors, Ouais. je tiens quand même à dire que je suis solidaire de vous, hein, parce que la liberté d'expression, c'est quand même pas un vain mot. Je trouve que c'est assez scandaleux ce qui vous est arrivé. Je voulais remercier Philippe Cutta, sans qui les échanges qu'on vient d'avoir n'auraient pas pu avoir lieu. Et j'ai un abonné qui voulait vous saluer, qui s'appelle Éric Pérou, et qui avait été relayé à l'époque sur Égalité et Réconciliation, parce qu'il avait bien démontré que l'incendie de Notre-Dame était, dans sa version officielle, une fumisterie. Voilà. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Je trouve qu'on a abordé pas mal de choses et qu'il y a matière. Et ça va être intéressant pour les internautes. Voilà. Et je même divisé en 3 ou 4 émissions. Non, c'est vrai. Et je ne serai pas le seul à diffuser. Ça sera diffusé aussi sur d'autres chaînes. Voilà. Non, mais alors là, moi, personnellement, je crois que le travail qui est fait là, par toutes ces chaînes, hein, Vereg, Égalité et Réconciliation, au Québec, il y en a aussi hein, des chaînes comme ça, les 7 du Québec. Ouais, le 7 du Québec, Brochu en direct. C'est un travail qui finit quand même par faire bouger les opinions. Petit à petit. Bon, alors ça va pas très vite, hein, parce qu'on n'a pas la diffusion qu'ont les médias mainstream, mais même les journalistes mainstream finissent par écouter, par lire et par être influencés quand même un peu par tout ce qui est fait. Et donc ça, c'est un travail qu'il faut continuer. Hein. Il faut continuer par tous les moyens possibles. Avec cette crise, moi je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Oui, puis il y a des digues qui sautent. Il y a des gens qui ont refusé de nous parler jusque-là, maintenant qui veulent nous parler. Oui. Disons que Netanyahou a ouvert la boîte de Pandore. Oui, c'est bien. Pour la boîte de Pandore. C'est bien. Les masques tombent. Non, mais on marque. Enfin, la résistance entre guillemets marque des points. Hein. On marque des points tous les jours là, et c'est bien ce qui les inquiète. Hein, c'est pour ça qu'ils interdisent ce genre de conférences. Mais bon, je crois qu'il faut continuer hein, les conférences et le flot de haine que certains juifs déversent dans les médias, c'est quand même hallucinant, quoi. Moi, ils sont pas poursuivis. Ils sont procéduriers pour un oui ou pour un non, mais le type, la Bougelin, il faisait des sketchs avec Smaïn quand même. Pour touche pas à mon pote SOS Racisme, maintenant il en est à proposer Hiroshima et Nagasaki quand même, le gars. Oui, non, mais c'est des malades. Et Enrico Macias qui a dit qu'il fallait dégommer physiquement Mélenchon et ses camarades. Ça aussi, ouais. Tranquillement. Non, mais ça c'est fou. Hein. C'est fou. Et ils ne sont jamais poursuivis. Ouais, non, mais ils ont tous les droits. Hein. Et puis de toute manière, s'ils sont poursuivis, ça sera un non-lieu hein, au bout de la chaîne, parce que le juge qui fera, ils ont aussi des saïens parmi les juges, et donc les juges, ils jugent en fonction de la température du moment hein, et de qui est au pouvoir. Hein. On l'a vu dans la Deuxième Guerre mondiale, les mêmes juges qui ont condamné De Gaulle à mort en 40, là, ont condamné Pétain à mort c'était les mêmes, hein, les mêmes systèmes judiciaires. Les juges n'avaient pas changé, hein, mais ils sont prêts à faire ce qu'on leur demande de faire. Hein, les juges. Il faut attendre la libération. Il faut attendre la libération. C'est pour ça que j'ai apprécié. Il faut travailler à la libération. Il faut travailler d'abord. Il faut travailler à la libération. Il faut travailler à la libération, et puis le jour où ça adviendra, ça sera une bonne chose. Mais je crois qu'on va y arriver. Hein. Avec l'aide, on ne sera pas tout seul, mais et c'est ça qui est bien dans le basculement du monde actuel
entre l'Occident qui est en train de plonger, quoi. Hein. Il faut en puissance économique, en puissance militaire, on perd la face en ce moment, hein, vis-à-vis du monde entier, et ça c'est une bonne chose parce que c'est ce qui va précipiter justement l'effondrement. Hein. Le côté positif, c'est les réactions populaires à travers le monde, en Oui, oui. France et ailleurs. Et on voit en fait vraiment une opposition entre les peuples et les castes et la caste au pouvoir. Il y a vraiment un antagonisme. Et c'est un peu le même antagonisme qu'à l'époque des Gilets jaunes. Et on retrouve en fait les covidistes, les anti-gilets jaunes, les pro-ukrainiens sont aujourd'hui les pro-israéliens. En gros, Oui, ça oui, se non, mais c'est vrai retrouve. ce qui est dit. Hein. Effectivement, moi je l'ai noté aussi. Hein. Il y a vraiment deux mondes, hein, mais notre monde est en train de grignoter sur l'autre, ça c'est clair. Hein. Et Ouais. petit à petit, la bascule se fait. Hein. Moi je vois dans mes camarades généraux en retraite comme moi, hein, mais sur plusieurs générations, enfin j'appelle plusieurs générations, 10, 12 promotions voisines des miennes, le nombre de gens qui partagent nos points de vue est croissant. Moi, je reçois des demandes de mes camarades et je ne suis pas attaqué par mes camarades. Personne ne m'a encore accusé, dans mes camarades de promo, personne ne m'a accusé d'être un horrible pro-Poutine ou d'être un horrible. Il y en a peut-être qui le pensent, hein, mais en tout cas, ils ne m'ont jamais attaqué, et deux, j'ai reçu beaucoup de soutien. Je reçois énormément de soutien de la part de généraux, hein, en retraite, tous ceux qui ont servi en Palestine. Hein. Je l'avais dit, hein. Quand je suis arrivé en Palestine, j'étais pro-israélien, et puis 6 mois après, mais pas seulement moi, tous les bataillons, et des bataillons, il en est passé un paquet. Hein. Ça fait 50 ans qu'on est là-bas, 50 ans. Hein, et en 50 ans, à 1200 Français qui passaient là-bas chaque année, il y a 60 000 Français qui sont passés là-bas et qui ont changé d'opinion. Là. Et ces 60 000, ils avaient des familles, quand ils sont rentrés, ils ont raconté leurs histoires, etc. etc. Ouais, Hein, c'est ce qui montre qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu plusieurs. Le préfet maritime de Brest, donc c'était un général de corps d'armée, bon, de la marine, enfin un amiral, un vice-amiral ou un amiral même. Hein. Il est allé en Palestine, il est rentré, mais il a écrit un article. Alors, ils n'ont pas osé lui refuser dans Ouest France, mais ça a fait un tabac, enfin un scandale, hein, parce que il a dit ce qu'on a dit ce soir, quoi. Il a dit c'est pas normal. Hein. Les Israéliens sont des bourreaux, quoi. Hein, bon, c'est intéressant de voir que ceux qui y vont, hein, ceux qui n'y sont pas allés, ils n'ont peut-être pas encore tous compris, mais ceux qui y sont allés, c'est garanti qu'ils ont compris. Hein. Moi, je ne connais pas un officier qui ait servi au sud Liban ou en Palestine. Hein. Là, je viens d'avoir un courrier du chef des observateurs. Il est resté 2 ou 3 ans là-bas. Comme chef des observateurs de l'ONU, c'est un successeur des Serrault et du grand-père de Thierry. Et ben, il a écrit un truc là pour répondre à un ex-député LR là, qui s'appelle Guillaume Larrivé, je crois. Moi, je l'appelle l'arriviste, quoi. Et le gars, il avait pondu un article sur le malheur des Juifs, quoi, en disant le malheur des Juifs va peut-être permettre à la France de réussir. Enfin, un truc ahurissant, quoi. Et l'observateur de l'ONU lui a dit, attends, il lui a sorti un article qui a été publié dans le réseau international. Là. Je l'ai fait publier, mais ça montre que entre ce brave député, là, Guillaume Larrivé, qui n'a jamais quitté son Yonne, puisqu'il est député, il a été député de Lyon natal, et un gars qui est allé sur le terrain pendant 3 ans et dont le seul boulot, c'était de regarder ce qui se passait. Il a regardé pendant 3 ans, il a ouvert ses yeux et ses oreilles. Bon, on peut estimer qu'il a compris ce qui se passait, quoi.
Hein. Et lui, il était chef des observateurs. Enfin, il avait été observateur d'abord, et il est resté presque 5 ans là-bas en Palestine. Le gars, il a exactement la même position que Corvez, que Mapom, que d'autres, quoi. Donc, la résistance, elle monte, hein, petit à petit, petit à petit. Il y a pas mal de sites qui nous relaient de plus en plus. Alors moi, ce que je regrette dans la résistance, puisqu'on en parle, c'est qu'elle est encore trop divisée. Hein. C'est-à-dire que moi, je regarde les médias mainstream, ils sont pas divisés. Hein. Il y en a un qui dit quelque chose, la meute reprend. Et chez nous, dans la résistance, il faudrait que la meute reprenne aussi. Quand il y a un bon truc, il faut le faire diffuser. Moi j'essaye de faire le pont et je transmets mes articles à mes amis qui eux-mêmes le retransmettent, etc. Et le font publier souvent. Hein. Les articles de Thierry Messant, ils sont publiés, republiés, pas seulement sur le réseau Voltaire, on les revoit sur Réseau International, on les revoit dans les 7 du Québec. Hein. Sur Stratégica, on les revoit sur Stratégica, oui, sur Géopragma, Thierry, vous saviez que des membres de l'administration de Trump en politique étrangère se basaient sur vos articles parfois? Oui. Et en fait, moi, ça fait un moment que je fais ça et donc j'ai un public qui s'est constitué sur plus de 20 ans. Donc, évidemment, il est plus grand pour vous, mais il y a une université au Mexique, l'université de Guadalajara, qui fait un classement des audiences sur Internet. Et depuis 2 ans, ceux qui font ça, ils disent que je suis ils disent géopoliticien, mais j'aime pas trop ce mot-là, mais le géopoliticien le plus lu dans le monde. Ah oui. Et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'on voit le classement et il y a des grands professeurs d'université, il y a des gens qui ont des curriculum vitae très particuliers et qui arrivent bien en dessous. Mais il y a vraiment une grosse différence. Donc, avec le temps, les idées se diffusent et forcément, ça a un impact sur les gens. Moi, dans n'importe quel pays où je vais, les gens me connaissent. Hein. Et le fait de diffuser ces idées, petit à petit, on imprègne ces idées dans les idées d'autres penseurs. Il y a des penseurs, des gens d'influence, des influenceurs qui reprennent ces idées. C'est pour ça qu'il faut continuer. Hein, Youssef Indy aussi, il est très lu. Hein. Je sais qu'il a une audience sur tous les... Ça, c'est bien. C'est bien. Hein, moi. Justement, il y a des périodes où ça augmente. Par exemple, là, en cette période de crise, mon audience a explosé parce que, enfin, surtout quand Netanyahou a fait sa sortie, là, j'ai fait un tweet pour expliquer un peu de quoi il parlait quand il citait Isaïe. Mon tweet a fait 1 400 000 en 24 heures. Donc en fait, nous, on fait un travail de fond. Et vous avez là, quand il y a une mobilisation comme ça, une mobilisation de masse, eh bien, on a ce travail-là qu'on a fait, qui est disponible et qui entre en contact directement avec. Moi, ça fait. C'est ça, ça fait. Et puis non, mais c'est bien, parce que c'est comme ça qu'on gagne. On ne peut gagner que comme ça, c'est-à-dire en diffusant et en influençant aussi d'autres élites, hein, des gens. Moi, je sais. Bon, il y a des gens qui sont un peu plus mainstream que nous, sans l'être vraiment, hein, mais. Comme Éric Dénessé ou Caroline Galacteros, ou Jacques Beau. Hein, moi, je sais qu'on échange avec moi j'échange avec tous ces gens, et finalement, on arrive à se donner du courage l'un l'autre et à continuer parce qu'on se dit, bon, on n'est pas seul à penser ce qu'on pense, et on y va, et voilà quoi. Avec Xavier Moreau aussi, bon, c'est autre chose. Hein, mais bon, je m'entends très, très, très bien. On correspond, on va dire, toutes les semaines. Hein.
Michel Colomb, non? Vous parlez un peu avec Michel Colomb? Oui, j'ai eu des liens à une époque, mais plus tellement maintenant, parce qu'il a tellement de boulot, le pauvre, il travaille énormément, mais j'ai énormément, c'est comme des gens qui m'ont influencé, hein, comme Michel Colomb a été de ceux qui, avant d'essayer de produire, hein, il faut d'abord lire beaucoup et regarder ailleurs qu'est-ce que les gens pensent, etc. Donc Michel Colomb a été au début un de mes inspirateurs. À l'époque où je me suis rendu compte que les médias mentaient, il écrivait à l'époque beaucoup sur les médias et on s'est retrouvés. Hein. Enfin, on s'est retrouvés là-dessus, sur les médias mensonges. Hein. Il y a un personnage qui est central, moi je trouve, et je vous dis ça d'expérience personnelle, parce que je n'aurais jamais rien compris à la politique si j'étais pas tombé sur les vidéos d'Alain Soral. Oui, Soral aussi. Bon, il a réussi à trouver des talents et à les faire connaître. Je pense que Youssef Indy, c'en est l'exemple. Il a réussi à trouver des tas de gens. Rectification, il ne m'a pas trouvé. C'est-à-dire que j'ai été publié par Sigest, et ensuite j'ai commencé à être relayé, et Égalité et Réconciliation fait partie des sites qui m'ont relayé. Voilà. Il a relayé, bien sûr. Alain Soral, oui, bien sûr qu'il donne un écho. Il donne un écho, et il a un site qui est le site, on va dire, alternatif le plus vu en France, hein, selon les. Autrefois, le site Alexa, maintenant ils ont un nouveau système, mais c'est pareil, hein, il est en site alternatif non mainstream, il a une audience énorme, hein, Alain Soral. Et donc, un gros travail de réinformation, parce que la plupart des gens comme moi ne connaissaient rien à la politique, et avec ces vidéos là sur le canapé, il a toute une génération a pu accéder à la compréhension des dessous de la politique. Moi, mais tout ça, ça a infusé. Hein. Tout ça, ça a bien infusé. Et je vous dis, quand il y a des événements comme ça et qui mobilisent la population, et la population qui cherche des réponses sur un sujet qui va être brûlant d'actualité, hop, il tombe sur nous. Et vraiment, ça a un impact très, très important. On sent que ça paye. Hein. Ça paye. Alain Soral, il m'a invité cette année là, au festival. J'ai été l'invité surprise du festival. J'ai été accueilli comme un cador. Là, ils ont fait des bières, moi, à mon effigie et à l'effigie de Pasternak avec le qui. Hein. Ils ont vendu ça, ça se vendait comme des petits pains, les gens venaient me les faire dédicacer avec les bières qui. La bière qui. Et j'ai des bouteilles, là, que c'est marrant. On a bien rigolé, mais c'était intéressant parce qu'on rencontre des gens qui sont avides de savoir, et puis d'avoir des anecdotes, d'avoir des faits vécus, d'avoir des. Et bon, c'est intéressant de les voir, quoi.